Tunstall Vitaris pour la création d'un système main libre de contrôle d'accès aux chambres et aux locaux qui sécurise les résidents et facilite le travail du personnel. Bravo à eux. Ce soir, messieurs, nous allons fêter un anniversaire. Une entreprise qui fête à la fois son 30e anniversaire et son 60e anniversaire dans la téléassistance. C'est le numéro mondial de la téléassistance. J'aimerais qu'on accueille sur ce plateau, je ne sais pas comment il va faire pour monter, mais il va trouver une solution, le président de Tunstall Vitaris, Alain Monteux. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. We know that. Alors Alain, bonsoir. Donc c'est vrai, 30 ans et 60 ans, vous voulez absolument le fêter. Deux mots sur les 60 ans de Tunstall. Tunstall ou Tunstall ? Tunstall à l'anglaise, Tunstall à la française. D'accord, donc c'est un Anglais qui a inventé cette entreprise. Oui, c'est une entreprise qui a été fondée il y a 60 ans, donc on n'a pas encore l'âge de certaines des personnes que j'ai entendues tout à l'heure. Oui. Mais ça viendra. Donc tout vient d'une personne qui a fondé une boutique de vente de radio et de télé il y a 60 ans dans le nord de l'Angleterre qui s'appelait Norman Tunstall, qui a conduit au développement du premier système d'appel malade pour personnes âgées. Et cette société a grandi et est aujourd'hui leader mondial de la téléassistance et de la santé connectée. Donc c'est incroyable, c'est 130 000 abonnés en France et 5 millions dans le monde. C'est 5 millions d'usagers dans le monde qui utilisent nos différents systèmes. Alors Vitaris. Vitaris, c'est la filiale française de Tunstall, qui a été créée, pareil, par un homme il y a 30 ans, qui a eu une idée bien avant qu'on parle de Silver Echo, qui avait compris qu'il y aurait de plus en plus de personnes âgées et qu'elles souhaitaient vivre à leur domicile le plus longtemps possible, et qui, il y a 30 ans, est parti sur cette idée de la téléassistance, du bouton d'assistance, avec une assistance derrière. Et maintenant, ces solutions sont déployées au domicile, à l'extérieur du domicile, mais aussi en résidence, parce que les solutions du domicile peuvent aussi s'appliquer en résidence, moyennant des adaptations. Alors 30 ans et 60 ans d'innovation. On en a vu un petit peu tout à l'heure, le médaillon, mais aussi les compteurs d'eau qui vont être connectés. Alors expliquez-nous comment ça fonctionne avec une entreprise de téléassistance. Tout d'abord, on parlait d'innovation. Moi, je trouve que c'est important. Il y a beaucoup de solutions technologiques, beaucoup d'objets connectés qui arrivent tous les jours. Notre métier, c'est essayer d'un peu de faire le tri parmi tout ça, et surtout, au-delà des solutions, d'en détecter s'il y a un vrai usage et un vrai besoin, et s'il peut y avoir une vraie appropriation. Et donc nous, on a eu l'idée avec un partenaire du compteur d'eau, et de se dire, aujourd'hui, il y a des gens qui proposent de mettre plein de compteurs, plein de détecteurs, plein de capteurs à domicile. Donc on rentre un peu dans le Big Brother. Nous, on s'est dit, il y a déjà un compteur à domicile, le compteur d'eau, qui permet de suivre votre activité, parce qu'on se lève tous à la même heure, on se lave les dents, pour ceux qui se lavent les dents, on prend sa douche, on petit déjeune, on boit de l'eau, et on a des rituels assez réglés. Et grâce à ça, on est capable d'être dans des logiques de suivi, de prévention, et de voir s'il y a des situations qui se dégradent dans le temps, je me lève de plus en plus tard, ou s'il y a des anomalies une journée, et de prendre les mesures qui s'imposent quand elles s'imposent. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, on parle de plus en plus d'objets connectés. Vous pouvez être justement le lien, mais il y en a peut-être trop. Comment les usages vont évoluer demain ? Quel conseil, quelle est votre vision des prochaines années ? Et je passerai la parole ensuite à Jérôme et à Laurent. Encore une fois, les objets connectés ou la technologie pour la technologie, c'est pas forcément notre truc. Oui. Notre truc, c'est vraiment de replacer l'humain, d'essayer de trouver sur la téléassistance notre problème numéro 1 aujourd'hui, que ça soit en résidence et surtout au domicile, on a de plus en plus de personnes isolées. Donc comment on peut créer via des partenaires, on a vu différentes associations avant, des réseaux de solidarité. Comment on peut créer, par exemple, des écosystèmes entre des résidences et des domiciles. Laurent Levasseur en a parlé au début, ça c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Tu disais qu'il va falloir changer de paradigme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la téléassistance ou les systèmes d'appel, pendant 20 ans, 30 ans, ça n'a pas bougé. C'était la même technologie
il n'y avait rien de nouveau. Aujourd'hui, il y a des nouvelles solutions qui arrivent, à nous de s'adapter. Et notre idée, c'est de se dire, la téléassistance ou nos systèmes peuvent intégrer ces nouveaux systèmes pour pas qu'au domicile ou en résidence, il y ait un empilement de systèmes et qu'ils puissent tous se parler via un système unique. Laurent Levasseur. Pour dire concrètement, nous, on n'a jamais vendu autant de contrats de téléassistance depuis qu'on a abandonné le nom, depuis qu'on appelle ça un bouton d'appel 24 heures sur 24. Depuis qu'on dit ça à la place de téléassistance, ça passe plus pour une solution pour personnes âgées, ça passe plus par Donc une c'est une solution... question de sémantique. C'est une question de compréhension de l'utilité par les utilisateurs, D'accord. par les Je familles. pense que Laurent a raison. Il faut des solutions qui sont moins stigmatisantes et qui parlent plus aux gens. Aujourd'hui, en France, on a 560 000 abonnés à la téléassistance. Par rapport à d'autres pays, on est en retard. Donc à nous de faire nos mea culpa et peut-être mieux expliquer ce qu'on fait, le rendre moins stigmatisant et l'expliquer à la fois aux personnes âgées, mais aussi aux proches, parce que c'est souvent eux qui prennent ce type de solution. Ouais, Jérôme Arnaud, on a l'impression que ça a du mal à décoller quand même la téléassistance en France. Oui, mais enfin, ça commence à décoller. Et Vitaris aussi est un des acteurs qui est le pionnier, je crois, hein, dans la téléassistance sans bouton. On parle de la téléassistance avec un bouton, mais c'est la première fois qu'on a des solutions, on n'a plus rien à appuyer, c'est détecté automatiquement par de l'analyse d'images. Et ça, je pense que c'est vraiment le futur de la détection à distance, et non plus de la téléassistance, la détection à distance d'incidents au domicile ou dans les chambres d'EHPAD. Et je pense que cette évolution technologique, elle est très importante. Alors ça, c'est un très bon exemple, parce que c'est un partenariat avec une start-up. Donc, on a intégré sa solution de téléassistance sans médaillon à notre solution. Et ça, encore une fois, c'est notre métier d'intégrateur. Il y a plein de startups, nous on les intègre et si la solution est bonne, on l'utilise. Alain, 5 millions d'abonnés, vous avez dans le monde, enfin dans quelques pays développés. La France, c'est 15 000, c'est ça? Qu'est-ce qui coince en France? Qu'est-ce qui bloque? Alors en France, on a 130 000 abonnés. 130 000, pardon. Ce qui coince, encore une fois, faisons notre travail. Non, qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui se passe de mieux dans d'autres pays qu'en France? Ce qui se passe de mieux dans d'autres pays, je pense que ce qui fait la différence avec des pays comme les pays nordiques ou les pays espagnols, par exemple, Oui. c'est que ce sont des systèmes qui sont beaucoup plus poussés et mis en avant par les collectivités, notamment en termes d'aide. Ah, bah voilà, il a fini par le dire. Non, il faut être gentil avec Benoît. Moi, j'essaye de dîner avec lui. Hein. Qu'est-ce que je vais avoir comme monde qui va dîner avec moi, hein, ça va être de la folie. Donc il faut pousser par les collectivités dans d'autres pays, mais pas en France, si je résume. Non, il faut pousser les collectivités et puis il faut, aujourd'hui, notamment les collectivités, ce qu'elles font souvent, c'est un système unique qui est mis en avant, alors qu'il y a des besoins qui sont totalement différents, que ce soit entre 70 et 80 ans, qu'on ait entre 80 ans et 90 ans, ou qu'on soit, par exemple, en début de perte cognitive ou d'Alzheimer. Donc comment on peut, avec une collectivité, pour le même prix, voire même pour un prix plus faible, parce qu'il y a des solutions, adresser le plus grand nombre et à mettre en place des solutions personnalisées. Très bien. Avant... Ouais, pardon. Vas-y, je pense que c'est... Moi, j'ai une analyse un petit peu différente, si je peux me permettre. Je pense qu'au contraire, c'est parce que les conseils généraux sont responsables de la distribution de la téléassistance ou de son déploiement, que ça a bloqué et ça ralentit son déploiement. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent sur des budgets à nouveau, donc une politique de budget, une population âgée qui croît. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On optimise les coûts. Alors, on peut utiliser des prestataires très talentueux, comme on en a récompensé tout à l'heure, mais néanmoins, qu'est-ce qu'on va faire? On va baisser les coûts des appels d'offres et on va faire une téléassistance à minima. Alors que ce qui est important d'avoir, c'est une offre qui s'enrichit et qui répond davantage aux besoins des familles, et donc une distribution plus souple, plus directe, et pas forcément limitée aux gens qui ont des ressources faibles. Alors, si je me permettrais là-dessus, je pense qu'on peut faire, avec le même budget, mais moins, des appels d'offres juste un peu plus intelligents qui permettraient de mettre en place des choses différentes. Benoît Calmel. Voilà. Alors le problème, c'est que je reviens toujours à ce que j'ai dit. Hein, c'est que, alors là, je reparle pour mes collègues des départements. Moi, je ne représente pas les départements, mais c'est vrai que Annie Diville l'a dit. Il y a une vraie problématique. On a des départements qui actuellement, je vais parler franc. Hein, c'est pour ça que tu m'as fait monter sur scène. Il n'y a plus un rond, il n'y a plus rien. On ouvre les tiroirs, il n'y a pas un centime, il n'y a pas un copec, il n'y a pas un rouble, il n'y a rien. T'exagères pas un peu là? Ah non, j'exagère pas. Je veux dire, actuellement, il faut savoir que sur 100 départements en France, il y en a, au jour d'aujourd'hui, 64 qui sont en cessation de paiement.
C'est-à-dire que la seule marge de manœuvre qu'ils ont actuellement, ça serait augmenter l'imposition. Or, la plupart des présidents de conseils départementaux savent très bien qu'on ne peut plus augmenter l'imposition locale. Ça serait insoutenable pour la population. Et que donc, les seuls critères qu'ils ont, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est de prendre la solution qui est la moins coûteuse. Et là, je pense qu'on discutait tout à l'heure de la loi d'adaptation de la société au vieillissement. Et on parlait de sémantique. Et là, je pense que c'est important, parce qu'au début, quand on était à l'époque de Roselyne Bachelot, on parlait d'une loi sur la dépendance. Puis après, on s'est dit, on va faire une loi sur l'autonomie. Et puis, résultat, on a une loi qui est plutôt bonne, on en a parlé tout à l'heure, mais qui est une loi d'adaptation de la société au vieillissement. C'est-à-dire que là, la question du financement a totalement disparu. Alors après, je ne vais pas relancer le débat sur 5e risque ou pas 5e risque. On a discuté tout à l'heure avant cette soirée. Mais en tout cas, il y a une vraie question du financement. On ne peut pas en permanence considérer que la décentralisation, c'est l'État ne veut rien faire, donc il redescend vers les collectivités, départements ou les communes, et qui, elles, malheureusement, ne peuvent se retourner vers personne, sauf vers le contribuable. Alors, j'ai du mal à m'exprimer. Moi, je disais juste, non, très bien. je disais juste qu'avec un budget moindre que celui que vous utilisez aujourd'hui, vous pouvez faire mieux. Alors, Très bien. On se rencontrera, ça va faire. Bien Allez, volontiers. un dernier mot, on est obligé de conclure. c'est une table ronde. Hein. Moi, c'est simple. On a tous un point commun. Il y a Madame Groupama là, qui est là-haut, par exemple. On a tous un point commun. 90% de la prestation qu'on effectue autour de ce qui peut s'appeler une téléassistance n'est pas valorisée. C'est du lien social. C'est la petite mamie qui appelle pour savoir quel temps va-t-il faire demain. Et tout ça n'est pas pris en compte dans les appels d'offres. C'est pour ça que le sujet, nous, on fait une tentative avec un groupe de protection sociale qui s'appelle Apicil, qui prend en charge les 12 premiers mois de la téléassistance, donc de ce bouton d'appel 24 heures pour la famille. Et du coup, on regarde quel va être l'impact sur cette famille et quel va être l'impact sur ces retraités. Est-ce qu'ils vont mieux vieillir? Et aujourd'hui, le sujet, il est simple. Prolonger l'espérance de vie en bonne santé. C'est que ça. Alain Monteux, un dernier mot. Oui, enfin, rien n'est perdu. Je voyais il y a 4 ans, les gens qui prenaient la téléassistance, c'était à plus de 60% des gens qui prenaient ce système après une chute. Aujourd'hui, on a plus de 50% des gens qui prennent ce système en prévention avant que quelque chose de grave arrive. Donc les mentalités évoluent. Très bien, j'aimerais qu'on applaudisse Alain Monteux et on lui souhaite un bon anniversaire. Tunstall Vitaris.